RDC, un pôle d'excellence en Afrique. Bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes pour la 3e édition de la semaine. Nous sommes mercredi et la presse est disponible dans les kiosques ce matin. La Nouvelle Expression parle du sud-ouest avec l'affrontement meurtrier donc à Buea. C'est ce que donne comme information que le journal La Nouvelle Expression. Au moins un policier et 5 séparatistes donc abattus. Hier, les séparatistes ont d'ailleurs bombé le torse à l'entrée de la capitale régionale du sud-ouest, comme 48 heures auparavant à l'entrée de la capitale régionale du nord-ouest. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la CAN 2019. La CAF prépare-t-elle un coup? C'est une question. Des informations alarmistes annoncent d'ailleurs le retrait de l'organisation de la prestigieuse compétition au Cameroun dans les prochains jours. C'est en page 11. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone. Que sont devenues les aides d'urgence? C'est une question également. La rentrée scolaire était donc au programme, était pourtant donc une occasion pour ces derniers de voler au secours des élèves déplacés dont les parents tirent le diable par la queue après avoir tout perdu dans leur exode. C'est à découvrir en page 10 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Et toujours dans les kiosques, on va retrouver le journal L'Œil du Sahel qui parle de la présidentielle 2018 dans le Grand Nord. Que peuvent d'ailleurs Kamto aussi, Libye et bien entendu à Kerimuna contre Paul Biya? C'est la question, l'élément et la réponse est à lire en page 3 de ce journal de ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme condamne fermement les actes terroristes des sécessionnistes. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose que je vous invite à lire, notamment au choléra dans le Nord. Déjà, 9 districts de santé déclarés en épidémie de choléra donc dans cette partie du pays. C'est à lire en page 8 de ce journal. Le journal détective parle de la présidentielle 2018 avec la sécurité qui sera donc assurée selon le journal. L'assurance a été donnée le 10 septembre dernier à Yaoundé par le ministre chargé de l'administration territoriale à l'ouverture des travaux de la première conférence semestrielle les gouverneurs de région au titre donc de l'exercice 2018, occasion surtout pour le patron de la préfectorale d'entretenir les gouverneurs des régions sur le rôle de l'autorité administrative avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. C'est le grand titre du journal, donc tout un dossier à découvrir dans le numéro de ce matin. C'est ces détectives. Émergence, le quotidien privé bilingue parle également de la crise anglophone. Paul Biya court un très grave danger. C'est ce que donne comme titre ce journal ce matin. Le journal parle également de la région de l'Est Cameroun. Une vingtaine d'agents publics convoqués au Conseil des disciplines régionales. C'est ce qu'on peut dire également dans le numéro. Et avec d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Le journal Génération Libre parle donc de cette présidentielle 2018. Le dernier réglage d'Atangandi. C'est le grand titre du journal à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également de ce grand meeting organisé par le parti de Issa Touma Bakari dans l'extrême nord avec également cet assaut de Garoua pour dire que c'était donc une grande mobilisation qui a donc été observée ou perçue de ce côté-là. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal est c'est Repères qui s'intéresse à la présidentielle 2018 avec leurs péchés mignons. Ils sont des candidats au scrutin du 7 octobre prochain et chacun a son péché mignon évoqué ici par le journal Repères. Je vous invite à lire tout cela ce matin. D'autres informations aussi sont à découvrir. Info Matin s'intéresse à la campagne médiatique, parlant notamment des Kamto en flagrant délit de mensonge sur Bakassi, à lire donc en page 2 de ce numéro. Grande information en tout cas dans le journal. Journal Info Matin de ce matin. Mutation qui est dans les kiosques parle donc de garde à vue et détention provisoire. La loi du plus fort à découvrir dans le journal ce matin. Tout un article pour expliquer ce qui fait problème véritablement dans le cadre de cette loi
d'emploi du plus fort, expliqué donc par le numéro disponible dans les kiosques avec d'autres informations aussi. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la formation professionnelle. Le gouvernement ressuscite une vieille technique de création d'emplois. C'est ce que dit le journal, disponible dans les kiosques ce matin, avec d'autres informations également que je vous invite à lire. Et puis Cameroun Tribune parle de 2011-2018. Le Cameroun avance, n'était ici, parlant notamment de ce volet. Les lignes bougent justement avec des jeunes qui sont intéressés et formés sur ce plan et édifiés aussi, sensibilisés sur les questions des TIC, comment gérer, comment utiliser les réseaux sociaux également, tout cela contenu dans le journal, dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce matin. Ils sont déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité. Hervé Viandili, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci d'être avec nous. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Hervé Viandili. Ce matin, un peu désemparé et avec des habitudes qui ont la peau dure, Flavien. Vous vous souvenez très bien qu'après avoir évoqué le fait que pour arriver à Japoma, en passant par Dokoti, Lokbaba, Ignala, la route était complètement dégradée et depuis la semaine dernière, le délégué du gouvernement a lancé un peu le réaménagement de cette route et en publiant un communiqué de presse. Et dans ce communiqué, le délégué du gouvernement a précisé que plus de camions lourds, plus de gros porteurs. Mais j'étais sidéré ce matin qu'à l'endroit appelé Jardin, un grumier avec 5 grumes était complètement garé au niveau entre le Total Lokbaba et la station Golfin. Je m'excuse pour la publicité des deux stations. Mais il y a un endroit qu'on appelle Jardin, un grumier. Donc pour dire que les mesures du délégué du gouvernement ne sont du tout pas respectées. Donc vous voyez comment, ou ce sont les Camerounais qui ont la tête dure, ou c'est un peu de laxisme, ou bien on a juste publié le communiqué pour nous faire plaisir. Donc je pense que si ce communiqué a été rendu public, il faudrait qu'il soit respecté. Et que ces grumiers prennent la peine de passer par de l'autre côté de la pénétrante Est pour regagner le centre urbain. Donc vraiment, à cette allure, les travaux qui ont commencé là, que vous parlez de saupoudrage, vont encore avec 2 ou 3 pluies, on risquera de retrouver les mêmes causes de la dernière fois. Très bien. Avec vous également, nous allons évoquer quelques sujets traités par la presse. On parle de cet affrontement meurtrier donc à Buea. C'est la nouvelle expression qui cite ainsi. Au moins un policier décédé et 5 séparatistes tués donc, dans cet affrontement qui s'est déroulé dans la matinée d'hier dans le sud-ouest. Il faut dire que la nouvelle expression a été très tendre avec le titre de ce matin. Affrontement meurtrier. Bon, on aurait dû dire un mardi noir dans la ville de Buea, parce qu'en réalité, très tôt le matin, plus exactement à My 16 ou bien à Mouya, les séparatistes ont coupé la route en deux, ils ont incendié quelques véhicules à ce niveau-là, aidés des pneus, avec l'appui des pneus et autres matériels combustibles. Ils ont mis le feu à deux points, juste à quelques mètres du poste de contrôle. Et quand les quelques maigres policiers qui étaient à ce niveau-là ont vu ces gars débarquer, ils étaient obligés de décamper parce qu'il n'y a pas moyen de contre-attaquer. Je crois qu'à partir de là, l'alerte a été lancée et les populations de Buea étaient obligées de se terrer chez eux et de vivre, pour ceux qui sont courageux, à travers leurs petites fenêtres, à travers les oreilles, les échanges de coups de feu qu'il y avait entre ces deux factions. Donc du coup, du matin jusqu'au environ de 12h ou 13h, c'était difficile de circuler. Les populations, ceux qui étaient obligés de voyager, sont obligés de rentrer chez eux parce que la route était coupée. On ne pouvait ni rentrer à Buea, ni ressortir. Vous comprenez que ça prouve là que les Amazoniens, du moins, si on peut les appeler ainsi, ceux qui revendiquent la situation de cette partie du Cameroun sont montés d'un cran dans les revendications. Et quand on essaie de faire le parallèle avec ce qui s'est passé à Bamenda, juste 48 heures après, vous comprenez que là, on est en train d'aller vers, on va droit vers un mur ou vers un chemin de non-retour. Et c'est l'occasion peut-être d'interpeller le chef de l'État, parce que depuis tout ce qu'il a fait, il a envoyé tout ce qu'il pouvait envoyer dans cette zone-là pour amener la paix et autres. Malheureusement, le discours qui donne ne passe pas. Certainement qu'il reste encore la seule personne qu'attendent ces populations pour pouvoir négocier. Donc ça vient, il faut dire que
vraiment, on vit à Douala, mais avec la peur dans le ventre. Très bien. La peur, c'est partout, pas qu'à Douala, en tout cas même dans la région de l'Ouest Cameroun. On peut lire également dans le journal il y a tout un village et qui a été, des maisons qui ont été incendiées dans un village dans la région de l'Ouest, beaucoup plus. Mais seulement, on observe que des actes qui sont posés se déroulent dans des villes, des grandes villes, des deux régions en crise, Bamenda et Buea. Oui, Flavien, lorsqu'on lit l'information dans la presse, lorsqu'on lit, on constate que c'est la recrudescence. Vous savez que Massistine, Mouya, tel que le disait Hervé Villa, ce n'est pas la première fois. Ce n'est non plus la deuxième fois. Ce n'est pas la troisième fois. Alors, on sait que les forces de l'ordre ont eu de nouvelles instructions et on sait qu'aujourd'hui, les sécessionnistes sont dans une logique, peut-être une logique de sécession, c'est vrai, mais ils sont dans une logique de tuer même des civils. Donc, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, même les civils qui, au départ, pensaient que cette lutte est une lutte qui est en leur faveur, devraient, au contraire, se liguer contre ces sécessionnistes qui, désormais, se comportent comme des bandits. Ça, c'est bien. Et le deux, ils sont dans une logique de déstabilisation, de peur. C'est ça, le terrorisme. Vous vous souvenez très bien que le 11 septembre n'était pas loin. C'était... hier, voilà, et c'était le jour de la célébration, la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. C'est ce jour qu'ils ont choisi de pouvoir marquer un coup. Donc, en fait, ces ambassadeurs ont choisi la voie du terrorisme. Ça, c'est d'un. De deux, il est quand même suspect, de mon point de vue, en lisant la presse ce matin, de constater que ces endroits, surtout à Buea, récurrissants, comment le renseignement aujourd'hui, on sait que nous avons des services de renseignement très poussés, n'arrive pas à véritablement prendre la main au niveau de la gare routière de Buea, parce que avec cette recrudescence à cet endroit, à cet entrée de Yaoundé, pas loin de la gare routière, il serait quand même surprenant qu'aujourd'hui encore que les gens viennent, prennent d'assaut une rue, un quartier, mettent le feu et subitement, c'est après peut-être 30 minutes qu'il y a des réactions et après il y a des fusillades même sur 3-4. Ça veut dire que quelque part il y a comme une sorte de négligence générale. Donc en fait tout cela démontre qu'il faut prendre cette affaire très au sérieux. Alors, et non jouer sur le saupoudrage. Oui, mais le chat à la souris, on connaît déjà les principes. Ces personnes veulent absolument diviser, empêcher à ce qu'il y ait de circulation, soit entre Bamenda et le reste du pays, soit entre Buea et le reste du pays, et Buea et l'intérieur du sud-ouest. C'est de ça qu'il est question. Et comment aujourd'hui, on n'arrive pas, par le renseignement, à pouvoir déceler, à pouvoir prendre tous ces malfrats, parce que ce sont des malfrats. Parce qu'aujourd'hui, au-delà même du fait qu'il y ait des raisons politiques, c'est des attitudes de malfrats et de banditisme de haut lieu. Et pour ce faire, je pense qu'il faut changer de méthode pour pouvoir véritablement amener les populations à retrouver la sérénité. Donc moi je dis, il faut que le renseignement se remette au boulot et qu'il soit offensif et qu'il ne soit pas toujours à faire la défensive, à réagir après coup lorsqu'il y a des dégâts. Alors ce qu'on sait, ce qu'on entend dire, c'est que l'armée camerounaise reste encore à la défensive, c'est pas encore l'offensive jusqu'ici. Oui, c'est l'information que nous avons jusqu'à présent et qui nous parviennent de quelques sources d'informations du côté militaire ou bien sécuritaire, encore il faut le connaître, parce que vous savez, il est très difficile de faire la guerre contre ses propres populations. Et je suis certain que si on avait en face une armée républicaine qui voulait attaquer le Cameroun, certainement qu'on mettrait sur pied des stratégies pour pouvoir contre-attaquer. Mais maintenant, on a en face des populations qui sont les nôtres. Et forcément, vous savez qu'au sein de cette armée également, il y a également des soldats qui sont de cette zone et qui ne voudraient pas justement que la guerre s'enlise. Parce qu'imaginez que sur les personnes sur qui vous allez tirer, ce sont certainement des frères, des cousins, des amis, des oncles, des tantes. Ça devient très compliqué quand on a à gérer cette situation. Donc on peut comprendre l'embarras qu'a l'armée à pouvoir gérer cette guerre. Sauf que bon, quand on voit la recrudescence, n'est-ce pas, des attaques, des gens se posent la question de savoir, est-ce qu'on a le même sentiment de l'autre côté? Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être l'empathie, la compassion. Est-ce que ceux qui se portent garant de poser ces actes
de continuer à le faire, ont-ils le même sentiment? Sont-ils encore lucides? Ont-ils la conscience? Sont-ils conscients du fait que nous sommes encore au Cameroun? Mais quand on essaie de voir ces gens, je dis non, certainement qu'ils sont exactement pour la sécession. Et si vous avez scruté les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez constaté qu'il y a des vidéos sur Facebook. Et pas ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui ne sont pas au Cameroun, qui sont soit aux États-Unis, en Angleterre ou autre. Il y a même une réunion, même partie de conférence de tous ces leaders-là qui sont en étranger, qui pour donner la conduite à tenir. Et vous dites que l'ensemble maintenant, c'est de mettre ces zones-là, que ce soit le nord-ouest, le sud-ouest en embargo, pour empêcher afin de couper du reste du Cameroun, pour que cet État puisse être, que le gouvernement camerounais puisse plus avoir même mise sur cette partie du Cameroun. Et voilà la première mission. Et du coup, vous pouvez comprendre pourquoi on a décidé de couper, on a creusé tout les tranchées à Bamenda la semaine dernière, et qu'à Dim, on a tenté de couper la route pour contenir la population de ce côté et certainement faire appliquer, pour faire appliquer cette sécession. Surtout que, vous savez que nous sommes à l'heure des élections présidentielles et que eux, ils ont dit, tous ces leaders anglophones qui revendiquent la sécession, ont dit qu'il n'y aura pas d'élection dans cette partie du Cameroun et qu'ils sont prêts à tout pour que ça n'arrive pas. Malgré quelques sorties la dernière fois qui demandaient qu'on rentre à l'école et qui n'étaient pas sûrs d'assurer la sécurité des enfants pour l'école, je vous rappelle que c'était que de la poudre aux yeux. Parce qu'en réalité, quand vous voyez les différents plans machiavéliques qui sont montés, c'est pour déstabiliser toute cette zone et pour empêcher que, les couper de la partie de la République. Très bien. Et lorsque vous l'avez dit, on peut déjà lire tout ça dans la nouvelle expression de ce matin. Et en même temps, on va également s'intéresser au titre de détective qui parle de la sécurité sera assurée à tous les niveaux. Ça, c'est ce que le ministre Tangandi a essayé de rassurer, a essayé de dire au cours de la réunion avec les gouverneurs des régions. Et chacun a un rôle à jouer dans sa région, justement. Parlant beaucoup plus des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, les prescriptions ont été données. Oui, au-delà même de ces deux régions, Flavien, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. On a vu avec la région de l'Ouest, dans la nouvelle expression de ce jour, avec cette école qui a presque été brûlée dans la mine noire. Donc, pour dire que même l'Ouest, même le littoral, et même l'Est, nous ne sommes pas épargnés. Ça, c'est d'un. Et de deux, dans le fait de la sécurité assurée, il faudrait que, à la sortie de cette réunion, telle que le détective le présente, et de ces affirmations du monsieur le ministre de l'administration territoriale, il faut dire que ce qui a aussi été révélé dans la presse, c'est que les ambazoniens sont des jeunes hommes qui prennent du tramol accompagnés du chanvre indien, accompagnés d'un autre produit, font la combinaison de 3 produits qui font qu'en fait, c'est des personnes, lorsqu'ils vont déjà à l'attaque, qui ne sont plus lucides et qui sont dans une autre dimension. Et il faut aussi dire que ces personnes qui commanditent à partir de l'étranger, à la lecture dans la presse, sont des personnes qui ont mis des primes pour le fait que ces gens doivent assassiner les hommes en tenue. Mais aujourd'hui, j'ai dit seulement, et lorsqu'on lit dans la presse, et ceux-là qui vont lire les journaux, et ceux qui nous écoutent dans le sud et le nord-ouest, doivent savoir que mais quelles sont ces personnes qui disent défendre une cause des populations et qui contribuent à tuer ces populations. Et ils ont annoncé, avant la rentrée scolaire, qu'ils étaient pour la rentrée scolaire, pour l'école, mais au contraire, c'était comme un piège à rat, c'est-à-dire qu'ils poussaient les gens à laisser les enfants venir à l'école pour qu'ils viennent créer des exactions. À ce moment-là, est-ce que ces gens-là sont véritablement là pour la cause de ces populations du nord et du sud-ouest? En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, de manière lucide, qu'on soit originaire du nord ou du sud-ouest, véritablement, si on avait la sympathie pour ces ambazoniens, il faut changer de donne parce qu'ils ont démontré qu'ils ont d'autres intérêts et non l'intérêt des masses. Sinon, ils ne se limiteraient pas. Et ils se limiteraient peut-être à des actions comme le gouvernement, mais là aujourd'hui on voit qu'ils vont au-delà et même tuent même leurs propres frères et rasent les villages. Ils sont les premiers, font des kidnappings et sont les premiers à dire à travers le monde que non, l'État du Cameroun est en train de nous embastiller, en train de tuer des gens et tout ça, alors qu'eux-mêmes font plus grave. Heureusement que dans la presse aussi, on ressort un communiqué des Nations Unies qui aujourd'hui dénonce cette manière de faire et que ces ambassadeurs qui voulaient se faire passer pour des victimes sont aussi véritablement des assassins. Très bien. Vous parlez donc de ce communiqué avec notamment la crise du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme qui condamne fermement les actes terroristes des sécessionnistes. C'est l'œil du Sahel qui le révèle. Oui, bien quand vous avez reçu quelques images qui sont parties de cette zone ces derniers jours, des enfants qu'on a tués parce qu'ils vont à l'école, il faut comprendre jusqu'à quel niveau on a atteint le seuil du non-retour.
Et vous vous souvenez toujours que les organisations les ONG, ont toujours dénoncé les exactions du côté de l'armée, tout en espérant que l'armée camerounaise n'était pas humaine dans la répression face à ces gens-là. Et des sorties qui avaient été condamnées plusieurs fois par le ministère de la Communication. Aujourd'hui, justement, quoi que la sortie au commissariat des Nations Unies vient aujourd'hui confirmer le fait que ceux-là qui se revendiquent de la sécession ne sont pas en train de poser des actes, ce ne sont pas en fait des enfants de cœur. Quand vous voyez qu'ils assassinent les élèves, ils assassinent les enseignants, ils brûlent les écoles, ils brûlent les hôpitaux, vous comprenez que non, vraiment, la mission n'est plus ce qui est attendu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand vous voulez gérer un peu, quand vous revendiquez même votre autonomie, vous ne tuez pas vos populations. Même s'il y a certains qui désobéissent, parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont divisés. Tous ceux qui sont dans cette zone, fut-ils anglophones ou francophones, ne sont pas pour cette action, parce qu'au regard du taux de criminalité qui a connu une croissance exponentielle, je pense que chacun redouble sa vie. Et du coup, vous savez que plusieurs d'entre eux ont migré vers cette zone et que nos écoles, les écoles de la partie francophone, à partir dans l'ouest, au littoral, ailleurs, sont pleines parce qu'il y a eu un déplacement massif des populations de ce côté-là. Et vous comprenez que ça devient vraiment très difficile à vivre et que si on a un cri de cœur à leur demander, c'est de demander, ok, faites votre revendication normale, n'assassinons plus vos frères, nos frères, peut-être attaquer encore seulement l'armée, si on peut leur demander de faire seulement ça, même si ce n'est pas logique, parce que chaque fois qu'ils ont attaqué un des leurs, ils se font du mal à eux-mêmes. Et même déjà que, même ceux qui sont de l'armée sont nos frères. Donc on ne comprend pas pourquoi ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. Peut-être faut-il déposer les armes pour revenir à la négociation. Et je pense qu'avec ça, la CANU pourra revenir. D'accord. Alors, donc on peut lire l'article dans le journal L'Œil du Sahel parlant de cette crise anglophone avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, aux droits de l'homme, donc qui condamne fermement les actes des terroristes dans cette partie du pays avec tout ce qui est dit et la nouvelle expression qui revient sur l'affrontement meurtrier donc à Buea. Alors, autre chose, on parle de la présidentielle dans L'Œil du Sahel ce matin, présidentielle 2018, Grand Nord. Que peuvent d'ailleurs, Kamto, aussi, Libye et bien entendu à Kérimona contre Paul Biya? Oui, L'Œil du Sahel s'interroge. Et pourquoi L'Œil du Sahel s'interroge? C'est parce qu'on constate tout simplement qu'il y a, en cette phase de pré-campagne, une mobilisation des troupes, que ce soit de Kousseri jusqu'à Touboro, que ce soit de Bagno jusqu'au côté de Kaélé. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout le Grand Nord, c'est 2,2 millions d'électeurs sur les 6,5 millions environ qui sont là. Donc, on va à la chasse aux électeurs. Et c'est de bonne guerre. Alors, L'Œil du Sahel s'interroge. Vu les actions, on a vu le professeur Maurice Kamto qui a fait le tour de tout le septentrion, village par village, département par département, pour se présenter son programme et pour raviver ses troupes, installer les QG. On voit le candidat aussi qui a fait la même chose. Le candidat Cabral Libye avec ces jeunes qui font le porte-à-porte et qui sont mobilisés, ça se voit. Donc, c'est normal que L'Œil du Sahel puisse, à la lecture de cet article, se dire que va faire. C'est-à-dire qu'on n'aura que le résultat le 7 octobre, parce qu'aujourd'hui, c'est la quête aux électeurs. Et il faut comprendre que le problème aujourd'hui... De l'autre côté, le RDPC ne va pas... Flavien, oui, bien sûr, on a vu le ministre Tiroma sur le terrain, on voit les députés sur le terrain, on voit le président de l'Assemblée à l'extrême nord sur le terrain, et dans la Damawa, tous les députés de RDPC sur le terrain. Mais il faut dire que, Flavien, je disais tantôt que le problème, c'est bien, ce n'est pas la masse. Ce n'est pas la masse, c'est-à-dire que vous savez, vous pouvez venir dans un village et il y a 1000 habitants et les 1000 habitants sont là. Et dans les 1000 habitants, il n'y a que 50 inscrits. Donc en fait, ce qui vous intéresse sont les 50 personnes qui sont inscrites. Donc aujourd'hui, je pense que la campagne, c'est-à-dire que c'est pas que les grands meetings populaires ne sont pas conseillés. J'ai dit, bon, c'est bien, c'est normal, il faut les faire. Mais que viennent au meeting ceux-là qui ont les cartes d'électeurs. Parce que c'est eux qui devraient intéresser les candidats. Parce que nous avons 6 millions... Il y a les curieux aussi, ceux qui veulent découvrir... Non, mais je vous assure, Flavien, je vous assure, je te parle là, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays terrible. Ce sont les gens qui n'ont pas les cartes d'électeurs qui font tout le bruit sur les réseaux sociaux. C'est eux qui sont présents dans les meetings, qui font le bouquin. C'est eux qui insultent les autres. C'est eux qui font dans le tribunal. Je vous assure, ceux-mêmes qui ont les cartes d'électeurs ne sont même pas... Ils sont spectateurs de tout ça et regardent. Et ils auront leur temps de gloire dans l'isoloir. Donc je dis qu'il faut que les candidats fassent très attention. Il y a 6 500 000 électeurs, qu'ils aillent vers chaque électeur. Comme ça se fait. Moi je serais ravi. Moi j'ai par exemple une carte d'électeur,
Vous savez, la vie que l'équipe de candidats Paul Biya m'appelle pour me convaincre de ce qu'ils font depuis 3 ans, que l'équipe de candidats aussi et de Libye m'appelle. C'est de ça que la question. C'est de ça. On a fait le ramadan pour montrer que c'est bien beau, mais n'oubliez pas les 6 500 000 électeurs. Alors, comment savoir que quelqu'un détient une carte d'électeur difficile, une très difficile équation difficile à résoudre, qu'on ne peut même pas résoudre parce que, en fait, les 6,5 millions d'électeurs sont confondus dans les 22 ou 23 millions de Camerounais que nous sommes aujourd'hui. C'est une équation très difficile et je pense que, comme il est très difficile de trouver, n'est-ce pas, une guide dans une boîte de foin, il est vraiment difficile de trouver un électeur parmi ces 25 millions. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de prêcher pour permettre que le langage, pour permettre au moins à tout le monde de pouvoir avoir accès à cette bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, dans cette période de pré-campagne, on fait le tour du Cameroun. Les différents candidats font le tour du Cameroun pour sensibiliser au maximum. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils vont faire face à Paul Biya? C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de passion chimique. Oui, il n'y a pas de passion chimique, il n'y a pas de solution. Je veux dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Pour vaincre le président Paul Biya, il faut tout simplement descendre sur le terrain, battre campagne suffisamment, convaincre les électeurs. Et la question de savoir qu'est-ce que peuvent-ils faire dans le Grand Nord. Il faut quand même rappeler que parmi les 9 candidats qui vont briguer le mandat, il y a quand même 2 qui ont déclaré leur candidature dans cette partie-là, dont Akaye Mouna et Cabral Libye. Ils ont été investis au nord, Cabral Libye et Akaye Mouna. Peut-être déjà qu'ils se sentent adoptés par cette partie du Cameroun et que certainement c'est un terreau fertile. Terreau fertile parce que vous savez que cette partie du Cameroun est quand même parmi les zones les moins développées. Et peut-être le discours peut davantage passer dans cette partie-là parce que vous savez non seulement qu'elle emploie beaucoup aux attaques de Boko Haram. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan économique ou même sur le plan infrastructurel, l'État n'a pas suffisamment investi dans cette zone-là. Et c'est comment ce discours peut être porteur pour les habitants de cette partie qui se sentent lésés ou abandonnés. Du coup, c'est la ruée vers cette partie où on a quand même 2,5 millions d'électeurs et qui est très important parce que, imaginez un temps soit peu que un des électeurs ou bien un des candidats puisse avoir les 2,5 millions. Ah ben, il est bien parti pour briguer. Oui, imaginez un temps soit peu. Il est bien parti pour briguer à présidentiel. Il lui reste tout simplement de revenir dans les grandes métropoles où on a tous les moyens de communication possibles. Je ne voudrais pas dire que dans cette partie, il faut quand même dire que Internet, on ne peut pas suffisamment utiliser Internet dans le Grand Nord, comme dans le littoral, où on peut facilement toucher, où chaque Camerounais a au moins deux téléphones Android. Or, de ce côté-là, c'est quand même difficile. Et vous savez que même avec les tweets, aujourd'hui, on peut atteindre des gens de ce côté. Du coup, on peut comprendre la ruée. Ils sont obligés de se déplacer dans ce parti-là pour y aller et convaincre. D'accord, permettez en tout cas, laissons le son lecteur d'aller découvrir ce que le journal propose sur cette question. Je voudrais juste par rapport à cette dire une chose. Dire que les candidats, aussi Libye, Akere et Kamto, devrait tout simplement dire. Vous avez oublié une autre personne. Je parle de la une. D'accord. Contre Biya, il devrait seulement dire aux populations, regardez, entre Ngaoundéré et Garoua, vous faites 5 heures de temps là où vous devez, faites 7 heures de temps là où vous devez faire 3 heures de temps, 2h30. La route est complètement abandonnée 36 ans plus tard. Ça, c'est un des arguments. Ça, c'est d'un. Et de deux, je suis désolé, monsieur Hervé Viard, aujourd'hui, si les candidats disent qu'ils ne peuvent pas parler aux électeurs, c'est très grave. Parce que dans les commissions déléguées comme les antennes locales, chaque candidat, chaque parti a les représentants. Et chaque parti a participé à l'inscription. Et chaque parti connaît, parce qu'on a affiché les listes des premières listes. Maintenant, on attend les listes finales qui seront toilettées. Donc, les membres de ces partis, c'est pour ça qu'il faut être présent sur les 23 000 bureaux de vote, devraient être au courant des gens qui sont inscrits et aller vers eux pour leur présenter le programme. C'est ça la campagne. Il ne faut pas que les candidats nous disent non, c'est impossible. Mais sinon, vous n'avez pas fait votre job et ne venez pas pleurer à la fin pour dire que vous n'avez pas, qu'on a volé le vote alors que vous n'êtes pas présent. Il faut être présent et toucher les candidats. Vous avez les représentants dans ces bureaux de vote. Sinon, ne vous plaignez pas. Parce que vous deviez connaître quels sont ceux qui sont inscrits et les approcher. Oui. C'est ça la technique du porte-à-porte. Oui, mais souvenez-vous que la campagne débute le 24. Oui, mais même avant la campagne, on devait avoir la liste. La pré-campagne. Lorsqu'on a fini avec Lady Sahel parlant de la présidentielle 2018, avec cette question, que peuvent, Kamto, aussi Libye et Akere Mouna contre Paul Biya, il y a Repère qui parle des péchés mignons de tout un chacun. Oui, ils sont là, tous ces candidats. Il faut reconnaître que ce ne sont pas des anges tombés du ciel. Les 9 candidats, y compris le chef d'État, fait partie de ceux-là qui traînent chacun des casseroles. Et je pense qu'il faut faire savoir que ceux que vous allez voter là, voilà leurs différents tas.
Et je pense qu'il serait plus facile d'étaler l'état du chef d'État au jour d'aujourd'hui, 36 ans après de règne, que les autres. Donc, comprenez, je dis à connaissance de cause parce que c'est plus facile d'évaluer un bilan que d'évaluer un bilan qui n'existe pas. Vous comprenez qu'on va certainement s'attarder sur le journal c'est simplement intéressé au péché mignon. Au péché mignon. De tout un chaque candidat. Oui, c'est... Que ce soit celui qui est au pouvoir. Non, c'est pas, il n'y a pas le président pour le dire dessus. Ils sont 8. Ils sont, il faut bien regarder la une des repères. Les 8 candidats. Les 8, sauf le président de la République. Donc, ils ont trouvé les péchés mignons des 8. Voilà. Je vois bien 8 candidats, sauf Paul Biya. Oui. Donc, vous voyez, c'est que ça veut dire que les péchés mignons des 8 autres, sauf celui, le péché mignon de Popo. donc, le choix, en fait, il faut dire que lorsqu'on les repère, on trouve, comme Evelyia le disait, que chacun des candidats, comme ce sont des hommes comme nous tous, et chacun devrait avoir un péché. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le journal a choisi de présenter pour les 8. Peut-être que la prochaine parution, d'ici la présentation, on verra le péché du... Je en place. Parce que mais là, ils ont choisi. Parce que c'est beaucoup de non, je ne sais pas. Mais le journal a fait un travail d'enquête pour pouvoir déceler sur les 8 candidats face à Paul Biya un péché. Voilà. Donc, ou plusieurs péchés. Un ou plusieurs péchés. Maintenant, j'espère que dans la continuité, ce journal nous fera alors une autre où il y a les péchés mignons de Paul Biya. Là aussi, ça sera un peu de l'équilibre. Mais si ne le font pas, ça veut dire que le journal aura choisi un parti pris. Ce qui est normal et qui ne faille pas, c'est de bonne guerre. D'accord. Alors, ces repères qui parlent de la présidentielle 2018 avec les péchés mignons de chaque candidat. Vous insistez sur les 8. Il n'y a pas la photo de Paul Biya. Oui, oui, c'est pourquoi on doit s'interroger. La une du journal. Alors, mutation, ce matin parle de la garde à vue et détention provisoire. Donc, avec une question où on fait la loi du plus fort, qui est toujours la meilleure, comme on le sait. Et si quelqu'un vous traîne en justice ou en cellule, puisqu'il a un peu de moyens, il est un peu plus fort que vous, vous restez. Flavien, je veux réagir en disant que dans le nouveau code de procédure pénale que Cameroun a adopté il y a à peine 3 ou 4 ans, la garde à vue était réglementée. Il était dit dans ce code-là que on peut faire une garde à vue ne peut être renouvelable que 2 fois. Bon, maintenant, vous savez, dans l'exploitation des articles sur la garde à vue, on va jusqu'à vous faire comprendre qu'on peut vous garder à vue. On peut vous garder à vue pendant longtemps seulement si on ne voudrait pas que vous êtes un criminel, on ne voudrait pas que vous remontiez, que vous rentrez chez vous pour effacer les preuves du crime. C'est vrai que quand on a évoqué cet alinéa-là, on comprend quand même que ceux quand même qu'on arrête devraient bénéficier d'une certaine largesse quand même. Or, aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas que ça. Ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que dès que vous arrêtez, vous devenez criminel. Même si ils disent que vous amenez ici, vous amenez chez un commandant pour une chose, parce qu'il est le frère du commandant, parce qu'il est l'ami, il est le frère de l'ami du commandant. Vraiment, on tord le cou à la loi. Pourtant, c'est bien prévu là. La garde à vue, c'est 3 jours, c'est 4 jours, renouvelable 2 fois. Une fois, en fait, ça fait 2 fois. Or, aujourd'hui, on traite de procédure. Normalement, dès qu'il y a une procédure, on devrait vous envoyer directement devant le procureur pour que soit on vous défère, soit on vous relâche. Mais malheureusement, vous faites traîner dans un commissariat, vous faites 1 semaine, 2 semaines. Or, ce n'est pas recommandé, c'est justement pour ça qu'on a le code de procédure pénale. Merci à vous, chers messieurs. Juste de dire que les habitudes ont la peau dure et mutation, Flavien nous le démontre. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent du plaisir, même à payer le commandant, le commissaire, pour vous montrer au quartier qu'il est plus intelligent, quand vous gardez même pour une journée, et le procureur n'est pas au courant. Donc, ces dossiers dans mutation permettent de déceler cela et invite le procureur à faire beaucoup plus de tournées dans les commissariats, les cellules, les commissariats de gendarmerie pour pouvoir éviter que le plus fort continue à faire la loi. Le quotidien Mutation ce matin pour comprendre donc la loi du plus fort, parlant notamment de la garde à vue et détention provisoire. C'est dans le journal de ce matin. Merci, bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera l'avant-dernière de la semaine. Nous serons jeudi. Bonne journée à tous.